Bonjour, pour cette édition de cette journée éducative 2024, on a intégré un volet qui est partage de patients. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Alexandre. Bonjour Alexandre. Salut Charles, ça va bien? Alors, ça va super bien. Merci de t'être prêté au jeu pour partager un peu ton histoire. Le but de tout ça, grosso modo, c'est que les gens puissent peut-être se reconnaître à travers ce que tu as pu vivre dans le passé, puis en quoi ta vie s'est améliorée, a changé avec le fait que tu as été diagnostiqué, que tu es en mesure d'obtenir certains traitements, parce qu'on s'entend que tu changé en cours de route, là, Ouais. mais qu'au final, en arriver avec un traitement que j'imagine est très adéquat pour toi, puis comment tu évolues avec les maladies, mais également surtout avec un contrôle sur cette maladie-là, parce qu'on s'entend, on ne peut pas en guérir, je n'apprends rien à personne, mais on est en mesure d'augmenter la qualité de vie, de contrôler certains aspects néfastes et négatifs que la maladie peut avoir sur les différents volets de notre vie. Donc, pour nous mettre un peu en situation, je pose certaines questions que le monde puisse peut-être se reconnaître un petit peu plus en toi. Donc, ma première question, quel type d'AOH que tu as? Donc, j'ai un angioédème héréditaire de type 1, Okay. donc assez rare, puis j'ai été diagnostiqué seulement là, en 2004. En 2004? OK. Ouais. T'as quel âge? Je suis rendu maintenant à 28 ans, puis je vais avoir 29 ans d'enfant en janvier, donc très bientôt. As-tu des enfants présentement? Non, pas d'enfant. Pas d'enfants, OK. Y a-tu des gens dans ta famille qui ont été diagnostiqués aussi avec la maladie ou tu es vraiment le seul? Mais c'est sûr, dès que j'avais entendu que c'était héréditaire, donc j'ai fait le tour de ma famille, même plus éloignée, puis non, à ma connaissance, il n'y a vraiment personne d'autre que moi qui porte la maladie. OK. Présentement, est-ce que tu as un emploi ou la maladie fait en sorte que tu es limité? Parce qu'on le sait, là, chaque personne est atteinte à différents niveaux au niveau de l'AOH. Puis un des gros facteurs que cause l'AOH, c'est la fatigue. Puis beaucoup de gens ne sont pas en mesure d'occuper un emploi à temps plein, même à temps partiel. Puis, en ce qui te concerne, c'est quoi ton statut? Présentement, j'ai un travail, donc j'ai la chance là, d'avoir un emploi comme travailleur autonome. Donc, je suis entraîneur au hockey pour des écoles dans les commissions scolaires au niveau secondaire. Puis, j'ai parti moi-même ma propre école de hockey pour être en mesure d'avoir mon propre horaire puis de savoir quand que j'ai assez d'énergie là, pour faire tout ce que je veux. Je te dirais que ça a été difficile dans le passé. Là. J'ai perdu beaucoup d'emplois à cause de la fatigue, des crises et tout ça. Mais dans les dernières années, là, post-COVID, j'ai réussi là, à m'installer dans mon travail. Là. Ah, merveilleux. Comment ça a commencé? Tu sais, si on part là, vraiment là, à tes débuts là, au niveau de ta jeunesse et tout ça, à quel moment tu as su qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas? Tu sais, au niveau de ta santé, que tu avais certains symptômes, puis là, tes parents ont commencé à s'inquiéter ou toi-même, tu as commencé à t'inquiéter. Puis là, le parcours du combattant a commencé. Là, si on... Donc, c'est à quel moment ça? Ouais, dans le fond, c'est simple. J'étais vraiment jeune quand que ma mère, dans le fond, j'ai été élevé par ma mère tout seul. Puis plus tard, j'ai eu une petite sœur. Mais en premier, on était juste moi et ma mère dans un petit appartement de Villeray à Montréal. Puis je te dirais qu'à vers 1 an, ma mère trouvait que je chialais beaucoup la nuit. J'avais des gros maux de ventre. Puis on a fait beaucoup de nuits à l'hôpital où est-ce qu'on se demandait vraiment là, qu'est-ce qui arrivait avec moi. Puis elle écrivait toujours, à chaque fois que j'avais des petites crises ici et là, elle écrivait toujours qu'est-ce que j'avais mangé. Tu sais, peut-être c'était des allergies, on ne savait pas exactement c'était quoi. Puis je te dirais que vers l'âge de 2 ans, j'ai commencé vraiment à avoir des enflures au niveau des mains, au niveau des pieds également. Puis c'est là vraiment que pour elle, c'était un élément déclencheur, ma mère, d'aller à l'urgence directement puis de demander des questions parce qu'on trouvait que les choses n'avançaient pas assez vite. T'sais, personne ne nous aidait vraiment. Là. Ils disaient que c'était pas la fin du monde. Prenez du Benadryl, mettez les mains et les pieds dans du bicarbonate de soude là, dans l'eau, puis ça va passer. Puis ma mère, elle a tout essayé, puis ça marchait pas vraiment. Puis le Benadryl ne faisait aucun effet non plus.
Donc, ça a resté comme ça pendant de nombreuses années. Je te dirais que quand j'ai commencé l'école, je manquais beaucoup, beaucoup de journées parce que le matin, je me levais, puis je disais à ma mère, ben, mes pieds, je suis pas capable de marcher, tu sais, mes pieds sont enflés, puis ça fonctionne pas. Donc, beaucoup de journées à Sainte-Justine où est-ce que on était dans le département des allergies, mais tu sais, on sait que c'est pas des allergies, là, mais eux autres avaient aucune idée aussi. Jusqu'au moment où, à l'âge de 7 ans, j'ai eu une très grosse crise. Je pense que c'était dans les premières fois. Tu sais, bébé, on savait pas pourquoi je chialais exactement. Là, je pouvais pas parler, mais on pense que la première vraie, c'est à 7 ans, au niveau des intestins. J'ai fait une grosse crise d'enflure au niveau des intestins où est-ce que je suis parti de l'école, ma mère est venue me chercher, on est allé directement à l'urgence. Encore une fois, à Sainte-Justine, ils nous ont passé au département des allergies. Puis là, ma mère était un peu moins impatiente. Là. Elle était plus au niveau de on retrouve des solutions, puis let's go. C'est pas des allergies, on a fait tous les tests, on a eu même des prises de sang. Puis c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Dr. Noël Primo, qui était à ce moment-là vraiment impliqué dans notre cause. Puis elle a fait de nombreuses prises de sang. Elle est allée voir un docteur qui aujourd'hui nous a beaucoup aidé, docteur Georges Rivard. Puis dans 24 heures, il a été capable de nous diagnostiquer. Là. Donc, c'est ça, fin 7 ans, je pense à 8 ans exactement. En 2004, j'ai eu le diagnostic que j'avais un angioedème héréditaire de type 1. Et c'est là que pour ma mère et moi, c'était vraiment le néant. On n'avait aucune idée dans quoi ça embarquait. Là. Puis, du moment que vous avez eu le diagnostic par Georges-Étienne Rivard, et une sommité dans le domaine, là, qui est un des précurseurs avec Dr. Jacques Hébert ici au Québec, là, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est beau, on vous donne le diagnostic. Là, à ce moment-là, tu as signifié le fait que, OK, toi et ta mère, vous étiez dans le néant parce que personne ne savait ni d'Ève ni d'Adam c'était quoi. Qu'est-ce que ça voulait dire? Mais à ce moment-là, y a-t-il une prise en charge qui a été faite du moment que tu as été diagnostiqué? Parce que Dr. Rivard vous a dit, OK, voici ce que tu as. Et à partir d'aujourd'hui, de très prochainement, on va être en mesure d'essayer des nouveaux traitements et voir comment tu vas réagir par rapport à ça. Ça a été quoi exactement? Qu'est-ce qui est arrivé suite à ta rencontre avec Dr. Rivard? Ouais, dans le fond, le docteur Rivard était vraiment spécifique avec nous. Tu sais, il nous disait beaucoup de termes au début de médecins où est-ce qu'on se demandait vraiment là, où que ça s'en allait. On n'avait aucune idée de quoi il parlait au départ. Puis il a réussi à rendre ça beaucoup plus simple pour nous en nous disant que la vérité, c'est qu'il y a peu de cas en ce moment au Québec, à ce moment-là en tout cas, de diagnostiquer, puis que ça allait pas être facile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de médication pour ça, il n'y avait pas beaucoup de traitements à ce moment-là. Puis il nous a suggéré de commencer avec les cyclocaprons, qui étaient des pilules qu'on pouvait prendre par la bouche. Puis, il nous a expliqué tranquillement qu'ils allaient nous suivre dans tout ça, puis qu'on pouvait l'appeler à tout moment parce que la vérité, c'est que j'ai eu encore beaucoup de crises par la suite. Puis, à chaque fois que j'arrivais à l'urgence, Dr. Rimard était déjà appelé par ma mère, puis on passait direct, on passait devant tout le monde. Puis, c'était vraiment, à ce niveau-là, là, c'était vraiment le fun d'avoir un peu d'aide autre que évidemment l'incompréhension aussi, là, où est-ce que on était content de savoir qu'on était pris en charge puis que c'était sérieux, c'était pris au sérieux, c'était pas bon, ça doit être un autre jeune qui a juste mal au ventre, non, c'était beaucoup plus que ça. Là. Fait qu'on était capable de passer devant tout le monde à chaque fois qu'on arrivait à l'urgence, on était pris en charge, puis les gens savaient un peu, ils étaient briefés par monsieur Dr. Rivard où est-ce que on pouvait passer devant tout le monde. Puis je te dirais que le cyclocapron, pour moi, comme premier traitement, ça n'a pas été très, 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 très fructueux. Là. Donc, il faut se rappeler aussi qu'à à cette époque-là, grosso modo, tu nous dis à peu près aux alentours de 2004, là, à peu près. Exact. Au niveau sur le marché, là, il n'y avait pratiquement pas grand-chose. On parlait pas au niveau de vouloir en arriver à un contrôle à 100%, mais d'être capable d'apaiser certains symptômes. Puis je me rappelle que pour cette époque-là, tu avais vraiment deux médicaments qui étaient sur le marché, qui étaient disponibles. Tu avais le cyclocapron, tu avais également le danazol, qui
qui aujourd'hui n'est plus recommandé, mais plus du tout. Donc, je m'adresse à tout le monde. Si vous êtes sur le Danazol présentement, je vous suggère fortement d'en parler avec un spécialiste parce que c'est un traitement qui a été vraiment mis de côté. Puis ça, c'est approuvé justement par Chain qui font les International Guidelines pour tous les spécialistes à travers le monde. Donc, ça, c'est 2004. Ça a duré combien de temps jusqu'à temps que là, les nouveaux traitements commencent à arriver? Parce qu'on s'entend là, que je te dirais depuis les 7 dernières années, à partir d'aujourd'hui, ça a vraiment explosé au niveau de l'avancée de la science et des nouveaux traitements disponibles. Mais si on vient un peu à ton époque, donc 2004, comment ces traitements cyclopentone ne sont pas très, très efficaces, pour ne pas dire qu'ils ne sont pas efficaces du tout, mais au moins, tu as un suivi médical avec un expert en la matière et qui essaie de faire du mieux qu'il peut avec ce qui est disponible présentement sur le marché. Donc, on s'entend que ce n'est pas eux qui vont inventer les traitements ou quoi que ce soit. Ils font avec ce qui est disponible pour essayer de contrôler le mieux possible la situation du patient. Mais de 2004 jusqu'à quand ça a duré cet épisode-là, où ce que tu étais un peu pas tout à fait dans le néant parce qu'on t'avait diagnostiqué, mais au niveau de traitement, il n'y avait rien de vraiment efficace. Donc, c'est à partir de quand, grosso modo? Mais dans le fond, on partait vraiment de rien où est-ce que personne ne nous aidait, personne ne nous donnait une idée de c'était quoi les traitements au départ. Donc, juste d'avoir des médicaments qui venaient avec au moins puis qu'on avait un nom sur le bobo, ça nous a vraiment rassurés. En plus d'avoir été pris en charge par M. Dr. Rivard qui nous a vraiment rassurés à ce niveau-là. Mais je te dirais que dans l'année qui a suivi, j'ai quand même fait de nombreuses crises où le cyclocapron avait pratiquement aucun effet. Je dirais pas à 0%, mais mettons mes mains et mes pieds enflaient, ça pouvait durer 2-3 jours avant que ça désenfle. Puis pour moi, c'était beaucoup parce que je manquais de l'école, je manquais des activités. Je commençais à cet âge-là, à 7 ans, à jouer au hockey. Je manquais mes matchs, je manquais mes pratiques. Donc, c'était difficile aussi à expliquer parce que, veux pas, je leur disais, je suis malade, je fais le pas, mais tu peux dire ça une fois, 2 fois dans l'année. Quand tu le dis plusieurs fois, il y a du monde qui commençait à dire que je mentais, puis que j'étais juste paresseux, que je voulais pas. Je manquais des examens, des choses comme ça. Donc, pour ma mère aussi, c'était difficile à expliquer, mais c'est sûr qu'elle y allait avec les termes exacts. Là, elle appelait mon école, puis non, il y a un angioédème héréditaire de type 1, puis c'était vraiment pour eux autres, parler chinois à eux autres. Donc, c'était pas facile, mais je te dirais que de 7 ans à 11-12 ans, c'était mes pires années dans le sens où les crises étaient difficilement contrôlables. Mais à chaque fois que j'arrivais à l'urgence, parce que j'ai fait des allers-retours à Sainte-Justine souvent, on était pris en charge rapidement. Puis on se faisait quand même aider tout de suite avec des infirmières puis Dr. Rivard qu'on rencontrait le lendemain souvent là, qui arrivait au travail puis qui nous rassurait. Et lui, de son côté, essayait de nous dire exactement ce qu'on disait, là, qu'il n'y a pas encore assez d'avancées pour essayer d'autres choses, mais que ça s'en vient d'être patient. Puis c'est une nouvelle maladie. Il y a d'autres traitements qui vont s'en venir. Donc, je te dirais, à partir de l'âge de 12-13 ans, quand j'arrivais à l'urgence, on mettait par intraveineux du Bérinaire. Donc, c'était la première fois que j'avais autre chose, mettons, que juste mes pilules régulières. Puis le Bérinaire, honnêtement, il m'aidait beaucoup plus. Je me sentais mieux tout de suite. Dans l'immédiat, là, ça me calmait. Puis après, je m'endormais. Puis je passais des heures à l'urgence. Là. Puis le lendemain, je me sentais beaucoup mieux, surtout au niveau des intestins. Là, c'est là que je devais vraiment aller à l'urgence parce que les intestins, pour moi, c'était vraiment insupportable. Là. Je me souviens encore de mes crises, à quel point ça me faisait mal. Donc, le Bérinaire, je me souviens qu'à cet âge-là, début adolescence, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis, c'est pas avant l'âge de 19-20 ans quand j'ai rencontré là, le docteur Hugo Chapdelaine. C'est pas avant cet âge-là que j'ai été capable moi-même d'amener ma médication à la maison puis aller par sous-cutané me faire mes propres traitements. Quand tu as rencontré Hugo Chapdelaine, j'imagine ça à l'IRCN, c'est ça?
Ouais, exactement. Euh, parce que, juste pour être sûr que je te suis, c'est que tu m'as parlé que initialement, tu étais tombé sur le Bérinaire, que c'était super efficace pour toi, mais le Bérinaire, tu l'avais quand le temps d'aller à l'hôpital, à l'urgence, quoi que ce soit. Puis celui-là, ça, il te l'administrait. Ceux qui ne savent pas, le Bérinaire, c'est un médicament qui est administré au niveau intraveineux, excessivement efficace, qui est un dérivé du plasma sanguin. Euh, Par la suite, comme tu dis, tu as rencontré Dr. Chapdelaine, l'IRCM. Il t'a donné une prescription de Bérinaire parce que tu me dis que tu étais tombé sur du sous-cutané parce que le Bérinaire, il est en IV. Ouais, dans le fond, je disais souvent à Jack à ma mère quand j'avais les intraveineux à l'hôpital, le Bérinaire, je disais que ça serait le fun si on l'avait en pilule, tu sais, qu'on pourrait le ramener à la maison, mais à ce moment-là, c'était pas possible. Je l'avais seulement quand j'allais à l'urgence. Donc, c'est vraiment quand j'ai rencontré là, le docteur Chapdelaine, où est-ce que tu sais, je pouvais plus aller à Sainte-Justine. Je suis rendu trop vieux. Donc, c'est là que je l'ai rencontré, puis qu'il m'a suggéré. Dans le fond, à ce moment-là, je suis pas mal sûr, ça s'appelait le Bérinaire, mais je l'amenais à la maison, puis je pouvais faire un genre de petite expérience scientifique. Là, je mettais un dans l'autre, puis là, je le faisais dissoudre dans l'eau, puis là, je pouvais le mettre dans une aiguille, puis me piquer. Je pense que c'était du Bérinaire encore à ce moment-là. Ouais. Puis c'est là, oui. Puis c'était encore, ouais, c'était sous-cutané, je me le mettais sur le. Ouais, ouais, c'était vraiment sous-cutané, dans l'estomac, là. Ouais. Ah, mais c'est bon. Puis à partir de ce moment-là, donc toi, on t'a prescrit du Bérinaire sous-cutané parce qu'on s'entend. Ouais. Il y a les deux formes de Bérinaire. Tu peux en avoir en intraveineux pour tout dépendamment, c'est du cas par cas. On s'entend au niveau de l'efficacité. Fait au niveau de l'efficacité, tu peux te le donner sous-cutané. Puis à ce moment-là, tu te le donnais chez toi. Ouais. Puis Exact. là, on s'entend, c'était sûrement excusez-moi l'anglicisme, un game changer là, pour ton état de santé, là, pour ta vie, pour ta qualité de vie surtout, là, pour la liberté que ça pouvait te donner. Donc, ça a duré combien de temps que tu avais le Bérinaire cette année? Ouais. Ah, un vrai game changer. On avait pu à faire les allers-retours là, à l'urgence. Puis à ce moment-là, rendu à 20 ans, là, j'avais déménagé, j'habitais plus à Montréal. Donc, jusqu'à ce jour, j'habite à Mascouche. Donc, les premières fois du déménagement, quand il fallait que je me rende à Sainte-Justine, puis à l'urgence, c'était assez difficile. Donc, d'avoir de quoi à la maison comme ça, c'était vraiment, vraiment bénéfique pour nous. Puis ça marchait quand même passablement bien. J'ai eu quand même beaucoup de crises, malgré tout, mais beaucoup mieux qu'avant. Donc, pour nous, tout ce qui était mieux, c'était positif, là, tu sais. Donc, je te dirais que oui, un grand changement dans mon quotidien, puis beaucoup de réassurance, c'est même pour mes emplois. Là. J'avais beaucoup d'opportunités d'emploi ici et là, mais souvent, c'était même moi qui étais anxieux puis stressé de. Tu sais, je veux pas décevoir personne, je voulais pas décevoir mes employeurs, puis souvent, je refusais même des emplois parce que je savais que ça allait arriver dans le mois que j'allais manquer. Tandis que là, avec ça, je me disais que j'avais un petit coussin. C'était préventif aussi. Là, je pouvais le prendre d'avance. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Puis, dans l'année qui a suivi, il m'a aussi prescrit le Ferasil à la maison parce que je l'avais en tout temps. Puis ça, il m'avait dit que c'était vraiment ça y est, ça l'arrête tout de suite. Donc, c'est pas juste prévenir, ça, c'était pour les grosses crises. Là, donc, ça m'a beaucoup rassuré. Et je veux juste revenir en arrière 2 petites secondes. Tu sais, quand le docteur Rivard a annoncé à ta mère et à toi, tu sais, le diagnostic en tant que tel, tu es atteint d'angioédème héréditaire. Oui, tu m'as dit que la première réaction que vous avez eue les deux, c'est qu'en fin de compte, vous êtes un peu dans le néant. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? Comment ça m'impacte? Tout ça. Mais y a-tu, à quelque part, un sentiment que, OK, c'est merveilleux, on fabulait pas, on hallucinait pas quelque chose, j'ai vraiment quelque chose. On met le doigt sur une condition médicale que j'ai présentement. Mais en même temps, parce que tu as souligné aussi que, tu sais, Dr. Rivard te disait que c'est très rare comme maladie, mais as-tu eu le sentiment que, OK, j'ai une maladie, mais je ne suis pas tout seul aussi à l'avoir? Ou ça, c'est pas venu tout de suite, le fait que tu n'es pas tout seul à l'avoir? C'est venu avec le temps quand tu as découvert que, il y a une association de patients
il y a ça, il y a ci, ou comment ça s'est fait, là, grosso modo? Ouais, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Honnêtement, là, dans les premières années, ben, sur le coup, dans le fond, c'était vraiment difficile. Là. Je me disais, quelle malchance. Surtout que il nous disait à quel point c'était rare, puis il nous donnait même des statistiques, puis j'étais vraiment abasourdi de la malchance que j'avais sur le coup. Mais ma mère, elle, au contraire, était plus contente qu'elle était pas folle. C'était pas juste il chiale, il est malade, puis j'exagère et tout ça. Donc, elle était contente qu'on avait le diagnostic. Moi, j'étais plus du côté de c'est tellement rare que c'est pourquoi, tu sais, pourquoi j'ai ça, là, c'est de la malchance dans tout ça, là. Mais avec les années, ce qui était le fun, c'est qu'on a vu l'association grandir aussi. Puis, tu sais, au départ, c'était vraiment pas grand-chose. Je me souviens, on recevait des courriels, là, tu sais, de ça. Puis, tu sais, moi, je les lisais pas, là. C'était plus ma mère qui était comme, ah, tu devrais regarder ça, tu sais, c'est intéressant. Puis, j'étais comme, ah, encore ma maladie. Moi, je voulais vraiment en parler le moins possible. J'essayais de vivre, tu sais, le plus normalement possible comme jeune ado, là, qui voulait vraiment être comme les autres. Puis, dans le fond, je dis, tu sais, c'est pas que j'étais pas normal, c'était juste que j'avais une maladie en plus à vivre avec. Mais je te dirais vraiment vers 18-19 ans là, que j'ai commencé à aller lire ce courriel-là, là, puis suivre sur Facebook, puis regarder des vidéos YouTube sur l'association. Puis c'est là que je me sentais vraiment plus à l'aise d'en apprendre plus sur ma maladie. Puis je sentais que j'avais beaucoup plus d'informations aussi. Là. Je me sentais beaucoup moins seul là, à ce moment-là. Puis, au moment où on se parle, tu as quel type de traitement? Ça fait combien de temps que tu l'as, ce traitement-là? Ouais, dans le fond, ça fait 1 an que je m'en vais à l'hôpital de mon quartier, qui est l'hôpital Pierre-Lagardeur. À la banque de sang, je vais chercher mon TAG Zero. Donc, j'ai du TAG Zero, puis qui est prescrit par Dr. Hugo Chapdelaine. Puis, je le prends en 2 semaines. Donc, je me fais une injection en 2 semaines de TAG Zero, puis je te dirais, ça va super bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le Taxao? Tu leur expliquer un petit peu le concept? Ouais, dans le fond, c'est sous-cutané aussi. C'est une seringue directement à la banque de sang. Puis à chaque fois que j'y vais, dans le fond, ils m'en prescrivent 6 que je dois mettre dans le frigidaire, tu sais, garder quand même au froid. Je le sors 30 minutes avant, parce que sinon, quand c'est trop gelé, ça fait assez mal. Là. Donc, je le laisse un peu réchauffer à température pièce avant de me l'injecter. Puis aux 2 semaines, tu sais, je vais choisir une journée exacte. Comme aujourd'hui, on est mardi, je vais le prendre tantôt. Puis chaque mardi aux 2 semaines, je me l'injecte dans l'estomac, puis ça prend environ 1 minute. J'y vais quand même doucement parce que c'est quand même un peu douloureux. Puis après, il y a une petite enflure autour, mais ça va super bien avec ça. Honnêtement, j'ai pas eu de crise importante comparée à toute mon adolescence. Là. C'est vraiment minime. Tu sais, dans la 2e semaine, souvent, ça commence des fois à me piquer peut-être un peu au niveau des mains. Mais ça se rend jamais enflé. Donc, comparé à avant, dans les dernières années, là, ça se rend pas jusqu'à l'enflure importante que je dois manquer du travail, mais avec ça, je sens que je suis beaucoup plus en sécurité. Puis, parce que c'est important aussi ce que tu as dit, tu sais. Tu as dit le traitement beau frigo, tu le sors un certain temps avant, peut-être 1 heure avant, pour que ce soit avant de faire une injection comme température pièce, pour t'assurer que tu minimises au maximum l'impact de la douleur quand tu donnes une injection abdominale. Mais y a-tu d'autres choses que tu fais? Tu mets-tu de la glace avant? Est-ce que tu vas t'injecter? Ou as-tu des petits trucs comme ça que tu t'as trouvé avec le temps? Ou C'est ça, dans le fond, juste avant le Tag Zero, c'était la même chose pour le Bérinaire pour moi, c'était aussi sous-cutané, donc j'étais rendu quand même assez habitué. Quand on m'avait dit ça à 15 ans, là, que je devais aller chez moi faire mes propres injections, là, je trouvais ça très stressant, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'ai mon petit tampon d'alcool que je mets autour pour être sûr que c'est bien nettoyé. Je mets ma piqûre, puis ensuite, j'ai un petit mouchoir où est-ce que je vais enlever il y a peut-être une goutte de sang qui va sortir. Puis, tampon d'alcool, mouchoir, ça fait la job pour moi. donc, au moment où on se parle, d'où tu es parti à aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Là. Tu as un traitement excessivement efficace, tu as vraiment une meilleure qualité de vie. J'imagine que ton absentéisme en tant que tel, que ce soit au travail, des activités ou quoi que ce soit, tu n'en as pratiquement plus ou très peu, j'imagine.
pas mal ça. Ouais, exactement. Dans le fond, si on compare à mes premières jobs là, d'adolescence versus aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Je pourrais même dire que je manque à peine une journée dans l'année là, à cause de maladies, mettons. Donc, avant, c'était à chaque mois là, que je pouvais manquer quasiment une semaine. Là, tu sais. Donc, c'est le jour et la nuit. J'ai un emploi stable avec les commissions scolaires. Ça aussi, tu sais, les jeunes ils ont de l'école, je suis leur entraîneur, il faut que je sois là. Là. Donc, là-dessus, c'est vraiment, vraiment plaisant de pouvoir avoir une vie plus normale, là, c'est sûr. Et dernière question pour toi, puis je te remercie énormément de te prêter au jeu important. Dans un monde idéal, là, qu'est-ce que tu aimerais pour le futur? Le plus de sécurité possible pour les patients, donc d'avoir le plus d'informations possible, d'avoir les traitements comme j'ai aujourd'hui, où est-ce que c'est simple à aller chercher. Euh, Tu sais, au début, là, d'aller à la banque de sang d'un hôpital, puis de ne pas être sûr exactement à ce qu'ils vont comprendre. C'était vraiment là que j'étais vraiment dans l'incertitude, mais aujourd'hui, de voir à quel point c'est facile, ils comprennent, ils savent exactement de quoi on parle. Parce que ça aussi, avant, c'était difficile. Tu sais, je pouvais parler de ma maladie, ça avait l'air vraiment le néant pour tout le monde, comme si j'étais un extraterrestre, mais aujourd'hui, ça a l'air beaucoup plus simple à expliquer. Donc, on dirait de continuer à propager les informations tant que, à cette maladie-là, je trouve que ça rend le tout plus facile pour tout le monde. Puis, je dirais peut-être l'idéal, ce serait qu'un jour, ça soit avec une petite pilule une fois de temps en temps, puis ça fait toute la job là, au lieu de s'injecter. Mais non, je me compte quand même chanceux là, d'avoir de quoi de proche de moi, puis de pouvoir le faire quand je veux. Ben, c'est merveilleux. Puis, garde espoir. Il y a déjà un traitement qui est disponible, qui est un traitement rare pour ces pilules. Déjà, quelques patients au Québec ont ce produit-là. Puis, oui, les résultats sont très probants, très efficaces. Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qui s'en viennent très, très, très prochainement. Donc, je te dirais, le visage des traitements pour l'angioédème héréditaire est en train de changer pour le mieux très rapidement. Donc, ouais, on fait beaucoup de progrès. Puis encore une fois, mais merci de t'être prêté au jeu. Merci de nous avoir partagé beaucoup d'espoir, un brin de ta vie. Et content de voir que tu vas bien. C'est un bel exemple. Fait que continue comme ça. Puis on va toujours être là pour te supporter. Merci, Alex. Bien, merci beaucoup, c'est très apprécié. Puis toujours content de pouvoir aider à la cause. Puis j'écoute tout le temps là, les entrevues des autres. Donc, quand c'est mon tour, c'est le fun aussi. Là. Merci Merci beaucoup. beaucoup.